On est complètement dans une ère où il ne faut pas oublier qu'on a les moyens d'oser, qu'il faut y aller, quoi. Donc, l'échange était très nourri, très intéressant et fructueux, quoi. On vit la transition numérique, elle est là et on ne peut pas l'oublier en fait. Donc, si on n'en discute pas, on n'en parle pas et qu'il n'y a pas tous ceux qui se rencontrent autour, ben, finalement il ne va rien se passer. L'idée, en fait, à travers ce talk, c'est vraiment de vous expliquer aujourd'hui, en fait, ce que c'est que l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment, et on va voir, en fait, en gros, qu'est-ce qui a changé, puisque depuis 2009, tout a changé. On ne s'en est pas rendu compte. On a vécu, en fait, la transition numérique, et ça a bouleversé, en fait, tout l'écosystème. En même temps, on va voir aussi, finalement, si on était étudiant, pourquoi c'est une opportunité d'entreprendre. Enfin, on va voir en globalité comment on peut se lancer finalement, vraiment très généralement, puisque si vous voulez, ce qu'on va voir peut être descendu verticalement pour chaque slide. Et enfin, puisque on peut passer par la levée de fonds, on peut passer par du crowdfunding, on peut passer par comment croître, comment vendre. Il y a tout ça en fait qui est vraiment assez consistant. Donc on va voir assez globalement comment est-ce qu'on peut se lancer. Et en finalité, rapidement, quels sont les écueils ou encore les préjugés les plus courants et pourquoi finalement, j'ai envie de dire, n'importe qui peut devenir entrepreneur. La difficulté, en fait, ce n'est pas de devenir entrepreneur aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui incitent à entreprendre. Maintenant, c'est est-ce qu'on peut être des champions? C'est ça la vraie question. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais parler un peu du L'Eureka, l'introduction. Donc, en fait, le réseau L'Eureka, en fait, à ce jour, existe depuis 4 ans. Donc, durant ces 4 années, on a conquis ou on a bâti en fait, ce réseau sur 7 villes différentes, donc Guadeloupe, Martinique, Londres, Montréal, Bruxelles, Paris, enfin tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, en fait, l'Eureka est l'exemple justement d'une croissance équivalente au pas une start-up, puisqu'on s'est laissé dépasser par le besoin qu'avaient certains d'avoir la nécessité de ce réseau, de s'interconnecter suivant les pays. Et en l'occurrence, on a fait en gros, on regroupe environ 3000 personnes, 2500 à 3000 sur le monde entier, et on a réalisé 60 événements. Voilà, donc c'est ça le réseau L'Eureka. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 4 ans et où on en est aujourd'hui? En fait, on s'est rendu compte qu'on a commencé en fait, cette expérience en pleine transition numérique. On a été rattrapé par cette transition. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que toutes les entreprises qu'on a connues, qui se sont créées à partir de 2011-2010, on subit en fait cette modification de l'écosystème. Je vais prendre un exemple très concret et très significatif. Vous avez tous acheté un jour un livre. Combien de personnes d'entre vous aujourd'hui vont dans une librairie acheter un bouquin? Je ne sais pas si beaucoup encore. Ah ben voilà, on a un petit doigt levé. Voilà. 2, voilà. Donc ça illustre concrètement la transition. Quelle transition? Vous le savez, enfin je vous donne en fait l'exemple. Dans cette filière, puisque le mot filière est en train de disparaître complètement, puisque la filière fait rapport à l'ère industrielle. Aujourd'hui, ce mot n'aura presque plus de sens. On parlera en fait de boucle de valeur. Pourquoi? Parce que dans cette filière en fait, du livre, vous avez quoi? Vous avez les libraires, vous avez les gros groupes comme Hachette, qui eux produisent, et vous avez les auteurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amazon est arrivé par là, et ils ont complètement, avec la mondialisation et la transition numérique, chamboulé cette filière. Tout d'un coup, dans cette filière, vous avez différents acteurs. Amazon était finalement en amont, en aval et à la fin. À la fin, bien sûr, sans oublier le client. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contourné cette filière par de la vente en ligne, mais comment encore? En possédant l'outil principal qui est quoi? Qui est en gros la distribution. Une fois que vous savez distribuer, si je viens à vous directement, je n'ai plus besoin de passer par un libraire. Aujourd'hui, quand vous cherchez un bouquin, vous savez déjà pertinemment. Ah, très bien. Vous savez déjà pertinemment qu'en l'occurrence,
le bouquin que vous recherchez en librairie, vous ne le trouvez pas. Par contre, sur Amazon, vous êtes sûr de le trouver. Et la question que vous allez vous poser, c'est quoi? C'est dans combien de temps je vais le recevoir? Voilà. Donc, c'est ça que je vous expliquais aujourd'hui, c'est que toute entreprise a connu cette transition. Vous avez l'exemple typique que vous avez souvent entendu à la télévision, c'est l'exemple d'Uber, qui a complètement chamboulé la filière du taxi. Qui était le maillon fort de cette filière? C'était ni plus ni moins que les centrales de réservation. Vous preniez un taxi, enfin, vous vous appelez au téléphone pour réserver un taxi dans une centrale qui vous disait « Attendez, je vais consulter avec un taxi pour voir dans combien de temps on peut vous mettre en relation. » C'est fini. Vous avez votre smartphone, vous cliquez et c'est fini. Vous commandez, il arrive à l'instant présent là où vous êtes. Donc toute cette filière aussi a été complètement chamboulée. Et donc aujourd'hui, tous les secteurs vont subir cette transition numérique. Aucun secteur n'y échappera. Voilà. Donc c'est un peu ça en fait aujourd'hui le constat qu'on a fait par rapport à l'Oreca. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a décidé en fait de revenir sur tout ce qu'on a appris finalement, qui n'est pratiquement plus valable aujourd'hui, seulement en 4 ans. D'accord? Et de revenir et de comprendre en fait et d'expliquer en fait cet écosystème et comment est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez devenir ces champions. Parce que c'est complètement possible. Le jeu est complètement ouvert, toutes les cartes sont redistribuées et vous avez toutes vos chances aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est Bruno Lee, mon associé, qui n'est pas là en l'occurrence. Donc il est, alors je l'excuse, hein. Il est pour une question très importante qui concerne le levée de fonds. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, Bruno Lee, qui est lui, en gros, a un parcours, c'est un spécialiste, en fait, des solutions, en fait, digitales. Donc, il a travaillé pour des grands groupes et on a cofondé l'Eureka avec, d'ailleurs, une petite tête qui est ici, qui a aussi cofondé l'association qui est rentrée cette année. Et maintenant, en fait, on a décidé aussi de cofonder encore, bon, je vous le présenterai, en fait, une prochaine fois, qui s'appelle Rocket Entrepreneur, qui a pour but en fait d'être en fait ce nouveau support qui permettra en fait de conquérir justement des nouveaux marchés et d'être ce qu'on appelle des champions. Voilà. Et moi-même, en fait, alors moi je suis entrepreneur, cofondateur du l'Eureka, cofondateur de Rocket Entrepreneur, qui est aussi en fait ce nouveau réseau d'entrepreneurs. Enfin, c'est pas un réseau, c'est plus en fait, je veux dire. Alors c'est pas vraiment un accélérateur, c'est pas vraiment un fonds. On est surtout là en fait pour donner de l'éducation et pour aussi apporter du capital en amorçage. Voilà. Et en fait, moi, si vous voulez, pour les petites histoires, j'ai créé mon entreprise. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs à travers le monde entier grâce au réseau l'Eureka. Et j'ai pu aussi comprendre en fait les mécanismes dans différents secteurs. Et aujourd'hui, c'est un peu le but de la démarche. Voilà. Alors, on va commencer par une notion clé. En France, et surtout en France, on a tendance à confondre le manager, l'homme d'affaires, l'entrepreneur, le chef d'entreprise. Et ces 4 notions sont fondamentales et elles sont clés. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez compris finalement le mot entrepreneur, entreprendre et start-up entreprise, vous n'aurez plus aucun doute de savoir qu'est-ce qui vous convient finalement. Alors, la première chose, c'est la différence entre un chef d'entreprise et un entrepreneur. Le chef d'entreprise, il a pour but de minimiser les risques. C'est-à-dire que si on présente ici un gâteau et on lui dit, voilà, dans ce gâteau, vous avez une chance sur 99 parts de tout perdre, alors le bon chef d'entreprise a le devoir de ne rien choisir, puisqu'il doit minimiser les risques. À l'inverse, l'entrepreneur, lui, il n'a rien à perdre, puisqu'à la base, il n'a rien du tout. Lui, il est là pour maximiser les opportunités. C'est-à-dire que si on lui dit qu'il y a 99 parts, et il y a une part avec laquelle il peut gagner 1 million, sa réaction, c'est de sauter là-dessus. Puisque lui, il se dit, il y a une opportunité, il faut que j'y aille. Il n'a plus rien à perdre. Et si vous voulez, en l'occurrence, c'est pour ça que vous avez souvent entendu parler de CIO, founder. Il y a vraiment une différence. Le CIO, Chief Executive Officer, c'est lui qui dirige l'entreprise. L'entrepreneur, c'est lui qui est le founder, c'est le créateur, c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a bâti l'entreprise. Et généralement, je vais vous donner un exemple type, vous allez comprendre tout de suite en fait la différence. Apple aujourd'hui est dirigé par Tim Cook. Tim Cook n'a pas fondé Apple. Tim Cook a rejoint Apple. Et Tim Cook est le CEO d'Apple. Steve Jobs a fondé Apple.
Vous voyez la différence? Ce n'est pas la même chose en fait. Et si bien que, je vous donne l'exemple encore, un autre final, qui est ni plus ni moins que, j'ai un trou de mémoire, Virgin Mobile, Monsieur Branson, voilà, si bien ce monsieur n'a jamais dirigé aucune de ses entreprises. Et la seule fois où il a dirigé une entreprise, il a planté. Vous voyez? Il a toujours passé la main. Donc il y a une différence entre le moment de la création et le moment où vous voulez diriger. Pour ma part, je suis un très mauvais chef d'entreprise. Je suis en retard dans les délais. Et ça, justement, quand vous pouvez créer, et quand vous savez que vous n'avez pas la fibre pour diriger, passez la main, mettez en place le CIO. Voilà. Donc voilà la différence que vous verrez souvent entre le founder, que vous verrez, et le CIO. Ensuite, on a l'exemple en fait du manager. Le manager, c'est une personne intermédiaire dans l'entreprise. D'ailleurs, dans les écoles de commerce, on forme plutôt des managers, on ne forme pas d'entrepreneurs. Et pour expliquer en fait la question du manager, il a vraiment un rôle en fait, il a un rôle dans une corporation qui est structurée. À la différence d'un entrepreneur qui est dans une entité qui n'a pas de hiérarchie. Alors, on expliquera bien sûr quelle entité en fait, est dirigée par l'entrepreneur, je ne le dis pas, vous allez découvrir par la suite. Mais dans l'entité dans laquelle se trouve l'entrepreneur, vous avez un organigramme plat. Chacun apporte sa valeur ajoutée et défend justement l'entité pour l'amener à un business model qui va être, en fait déployé. Voilà, puisqu'à la base, dans cette entité, le business model n'est pas connu. Tandis que dans une entreprise, si par exemple je crée une boulangerie, ben c'est très simple. Mon business model, c'est de vendre du pain. Il est simple, il est clair, vendre du pain, vendre des pâtisseries. Mais quand je suis une entreprise, je prends l'exemple très clair, vous allez comprendre, je prends l'exemple de YouTube. YouTube, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas défini son modèle économique. C'est pareil pour Twitter. Twitter, jusqu'à ce jour, fonctionne parce qu'ils ont un nombre très important de followers. Mais Twitter ne gagne pas d'argent. Twitter n'a pas de modèle économique jusqu'à ce jour. Je pense que certains d'entre vous vous disent, mais qu'est-ce qu'ils... Oui, ils n'ont pas de modèle économique jusqu'à ce jour. Vous voyez? Donc c'est ça vraiment la différence, d'accord, entre une entité dirigée par un entrepreneur et une entreprise connue. Par exemple, je vais finir là-dessus, Xavier Niel, je pense que beaucoup se disent que Free, c'est une magnifique start-up. Free n'est pas une start-up, attention. Free est une entreprise. Pourquoi? On va encore l'expliquer. Une entreprise, c'est une entité qui a un modèle économique défini. Quand Xavier Niel rejoint ou crée Free, oui, il démarre de zéro, mais le modèle économique est connu. Vous voyez la différence? Voilà, donc c'est des notions en fait clés pour vraiment définir, donc je vais lâcher le mot, qu'est-ce qu'une start-up? Voilà, une start-up, finalement, c'est une entité, une organisation non hiérarchisée, à l'inverse d'une entreprise ou de celui qui aurait un manager. Et je vais même vous expliquer une anecdote. Quand Google a commencé au début, ils étaient à 60, ils étaient quelques-uns. Puis en fait, l'entreprise a grossi, a gagné de l'argent, et ils se sont retrouvés à 60 employés, dont 21 managers. Ce qui n'avait aucun sens, puisque c'était une start-up. Mais pour le savoir, il fallait faire l'erreur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ni plus ni moins, ils ont viré les 21 managers. Et justement, cette start-up a pu reprendre son essor et repartir. Un manager n'a rien à faire dans une start-up, puisque l'entité a une organisation plate et chacun, d'ailleurs c'est pourquoi vous voyez souvent CIO, CTO, chacun a une fonction précise et va dans le sens pour pouvoir définir son modèle économique. Et une fois que ce modèle est défini, l'exemple par exemple d'Apple, modèle économique défini, Google, modèle économique défini, maintenant on est une entreprise et là, l'organisation globale qui vise à avoir un manager, un CIO, tout ce que vous voulez, elle a du sens. Parce que maintenant, vous êtes dans une entreprise. Quand Larry Page démarre Google, c'est une start-up. Quand ensuite elle croît, elle grossit et le modèle est connu sur la pub, ce que vous voulez, c'est une entreprise, ce n'est plus une start-up. Et à ce moment-là, Larry Page il reste toujours founder, mais à ce moment-là, il est aussi CIO. Voilà. Donc c'est une notion assez complexe, mais dont en fait, il faut vraiment comprendre en fait la différence pour vraiment savoir finalement, on va le voir, finalement,
on va arriver à ce contexte suivant pour vous dire qu'il y a 3 types d'entrepreneurs différents. Donc maintenant, on parle d'entrepreneurs. Et donc, on parle, entre guillemets, de start-up. Ça veut dire que je m'adresse à une entité qui n'a pas... Alors, c'est comme si... Alors, voilà, on prend l'exemple concret. Je prends mon cas concret. Je suis ici, on est là à l'instant présent. Je lance un défi. Je dis, qui est capable de générer ses premiers euros? Je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir dehors, je vais aller dans un truc qui vend des fruits, je vais prendre des fruits, des oranges, je vais venir, je vais les presser, je vais vous les vendre. Voilà, donc j'ai défini un modèle économique. Donc, 3 types d'entrepreneurs. Premier type, le lifestyle entrepreneur. Deuxième type, les titans de l'effort. Troisième type, les magiciens. Qu'est-ce qui définit un type d'entrepreneur? En fait, il y a une question primaire à vous poser. Vous voulez le bonheur ou vous voulez la gloire? C'est 2 choses différentes. Ceux qui veulent la gloire sont prêts à tout. Ce sont des barbares. Et c'est eux qui réussissent. Uber, ils veulent la gloire. Winner take all. Il n'en reste qu'un. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Ceux qui veulent le bonheur sont dans une autre logique. Et en l'occurrence, ce sont les lifestyle entrepreneurs. Le lifestyle entrepreneur, c'est celui qui se dit « Je veux optimiser mon temps ». Mon problème, ce n'est pas le revenu, c'est d'optimiser mon temps. Comment est-ce que je fais ça? Je vous donne l'exemple de Tim Ferriss. Tim Ferriss, qui est un célèbre auteur, qu'est-ce qu'il a fait, Tim Ferriss? Il a écrit un bouquin qui s'est vendu, qui continue à se vendre encore. Et avec ce bouquin, alors, un bouquin, écoutez, si je me mets pendant 3 mois, je mobilise 3 mois dans ma vie pour écrire un bouquin, et je me dis, bon, je n'ai pas envie de le vendre en plus, donc je vais prendre le principe des affiliés vers qui je vais dire, attendez, je vais vous proposer 95% des revenus. Donc, ça veut dire que tout le monde va se battre pour vendre mon bouquin, puisqu'ils savent que si le bouquin coûte, coûte 100 euros, ils auront 95% de 100 euros. Donc forcément, les gens vont se battre là-dessus. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Chaque mois, j'ai un revenu qui tombe sans fournir aucun effort et à vie. Ça s'appelle une muse. Une muse, c'est quoi? C'est quelque chose que vous pouvez automatiser. Vous avez souvent vu des gens qui ont des sites web et qui postent un article, qui ont des blogs en fait qui tournent, sur lesquels il y a de la pub. Ça, c'est des muses. Ça vous consacre dans la semaine, allez, quelques heures. Vous venez chaque semaine ou chaque jour, vous postez un article. Non, je vais encore plus loin. Vous prenez une personne sur un site qui s'appelle Odesk ou autre, qui est au Bangladesh, vous payez 4 euros, il écrit l'article pour vous, donc vous envoyez un email, écoute, écris-moi cet article pour jeudi, telle date, tu me le postes là-dessus, vous tous, vous le lisez, donc moi j'ai des followers, j'ai des vues, et ça je le vends avec de la pub, voilà. Donc j'ai rien fait du tout, j'ai juste envoyé un email et j'ai généré du cash, voilà. C'est ce qu'on appelle une muse. Donc moi mon but, c'est quoi? C'est d'optimiser mon temps, parce que le temps, à ce moment, c'est de l'argent. C'est-à-dire que je sais que pendant que vous serez ici, moi, je serai aux Bahamas, en train de me reposer, en train d'écrire un email, poster un article et générer du cash. Voilà la différence. Donc ça, ce sont des lifestyle entrepreneurs. Les titans de l'effort, c'est qui? C'est des gens comme Starbucks. Ce sont des gens, en fait, qui vont déployer de magnifiques startups, mais en l'occurrence, avec une grosse infrastructure. Quand vous ouvrez une boulangerie, vous avez beau ouvrir 2, 3, 4, vous aurez le même type de coût. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on ne peut pas réduire, comme une boîte comme Uber, on ne peut pas réduire son coût, puisque dès que Uber déploie une infrastructure, ça lui coûte peanuts, puisque plus ils ouvrent, c'est la même infrastructure Internet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on réduit, en fait, on scale. Alors, je vais expliquer le mot scale après. Alors, je vais changer de terme, expliquer. Alors, on va jouer en fait sur quoi? Sur les hommes. Donc, on va réduire, par exemple, si je dis que sur l'Amérique latine, généralement sur un continent, je mets 10 managers, je vais réduire sur les managers. Plus j'ouvre, plus je vais réduire les managers. Donc là, on ne peut pas réduire sur l'infrastructure, on réduit sur les hommes. Bon, là, je pense que ce n'est pas l'exemple le plus intéressant, mais bon, je n'ai pas d'autres exemples en tête. Et le plus intéressant, le Graal du Graal, c'est qui? Ce sont les magiciens. Les magiciens, qu'est-ce qu'ils adorent? Ils adorent ce qu'on appelle la scalabilité. C'est le fait que plus je crée, moins j'ai de coûts. Je vous prends un exemple encore plus concret. Quand Windows vend du logiciel, est-ce que vous pensez que chaque
CD ou chaque logiciel réalisé lui coûte un homme en plus. Non, c'est du logiciel. Ça veut dire que plus je vends, plus je scale en fait. Ce qui nous intéresse en fait, là, c'est le fait de générer, de produire de plus en plus, mais en générant de moins en moins de coûts. Puisque l'infrastructure, et c'est ça en fait la puissance en fait, du numérique, c'est que finalement, l'infrastructure, elle est déjà là. Est-ce que vous pensez que chez Google, la milliardième requête coûte plus cher que la, je sais pas moi, la première requête? Elle coûte forcément au début, ils ont investi dans des machines, mais à un moment donné, plus vous avez de requêtes, et plus vous gagnez de l'argent, et moins vous avez de coûts. Et c'est pareil en fait. Donc, ce type d'entrepreneur, c'est vraiment le Graal, et pour ça, il vous faut, je dirais, à 99%, un outil digital. À ce jour, je ne connais pas d'infrastructure qui n'a pas utilisé le numérique, le digital pour pouvoir réaliser ça. Voilà. Donc, dans ton type d'entreprise, vous avez qui? Vous avez Uber, vous avez Airbnb, vous avez Evernote, vous avez toutes ces boîtes en fait que vous utilisez au quotidien. Vous avez Snapchat, toutes ces structures. Plus elles ont d'utilisateurs, moins ça leur génère de coûts pour pouvoir développer. Et on va finir en fait sur cette dernière, en fait, on va clôturer en fait le petit côté background sur le fait, est-ce que la question en fait aujourd'hui qu'on va se poser, c'est est-ce que je veux créer une entreprise ou est-ce que je veux créer une start-up? Il n'y a aucune opposition entre les deux. C'est ça que je vais vous expliquer en fait. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent oui, je veux créer une start-up. En fait, il n'y a aucune opposition. C'est juste que c'est deux entités différentes. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les écoles de commerce, on vous apprend à créer une entreprise ou à manager. On ne peut pas apprendre dans une école de commerce à créer une start-up, ça n'existe pas. Et vous allez comprendre pourquoi ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, ces deux entités différentes vous permettent de vous positionner sur votre mode de vie, parce que c'est deux choses différentes, sur le mode de vie, le type de personne qui va vous conseiller, celui qui est un expert dans le monde de l'entreprise, croyez-en moi, sûr, n'est pas un expert dans le monde des startups. C'est deux choses différentes. Donc, de qui je prends les conseils? Est-ce que je vais prendre les conseils de McKinsey? Je ne suis pas sûr. Attention à ça. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que finalement, je vais faire une étude de marché parce qu'on me le demande? Non, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il ne faut pas plus avoir une communauté d'utilisateurs? Je pense. Parce que à qui je vends? À mes clients finaux. Voilà. Donc, toutes ces questions, en fait, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et c'est à vous, finalement, de répondre et de savoir est-ce que je veux créer une start-up ou une entreprise. Est-ce que finalement, pour moi, c'est plus simple, parce qu'il faut pas se voir là, c'est plus simple de créer une entreprise, puisque le modèle économique est connu. J'ouvre une pharmacie, je sais que je vais vendre des médicaments et ça va passer comme ça. À part si je fais comme 1001 pharmacies et que je me dis, finalement, je vais utiliser le web pour pouvoir vendre à tout le monde, pour pouvoir squeezer tous les pharmaciens qui sont sur la place. Voilà. C'est-à-dire que moi qui suis un client et qui voyage, je vais préférer commander, avoir mon médicament qui sera déjà chez moi, au lieu de sortir, de prendre ma voiture et d'aller acheter, d'aller faire la queue, d'attendre et éventuellement recevoir une remarque désagréable. Voilà. Enfin non, je rigole. Donc voilà. Alors, qui c'est qui est étudiant? Parce qu'on avait quand même fait... je vais quand même... on va quand même continuer cette partie-là. Donc, c'est pas très long, mais bon, voilà. Donc, finalement, je vais quand même la faire, puisque pour vous aussi, elle peut vous concerner, ça peut aussi vous rappeler des choses. Donc, pourquoi entreprendre quand on est étudiant? Donc, c'est quoi finalement l'opportunité d'entreprendre quand on est étudiant? Vous avez du temps. Et le temps vous permet de tester énormément de choses. À la différence de tous ceux qui sont ici, qui travaillent, qui ont une famille, qui ont des enfants, ils n'ont pas forcément ce temps-là. Quand vous êtes étudiant, vous avez un temps immense pour tester, pour apprendre des choses. L'apprentissage est clé. Vous avez le temps en fait de découvrir toutes les notions que eux n'ont pas le temps de faire. Donc ça, c'est une valeur clé, quoi. Ça, c'est vraiment la chose la plus symbolique pour l'étudiant. C'est que en plus, vous avez un esprit neuf. Donc vous avez tout le temps pour apprendre à coder, par exemple. On va voir pourquoi finalement apprendre à coder, je pense que c'est quasiment indispensable. Et aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde.
Vous pouvez aujourd'hui, je fais n'importe quoi en 2 secondes, vous pouvez aujourd'hui aller sur le web, apprendre à coder ou à générer un site web. Ce n'est pas très compliqué. Franchement, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas très compliqué. Et quand vous regardez, vous dites finalement, j'ai payé un site web il y a 4 ans, et vous regardez, qu'est-ce que le gars a fait? Vous dites, et voilà quoi. Donc voilà, l'endurance. Pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on doit se rendre compte, c'est que entreprendre, c'est comme si vous faisiez un marathon. C'est comme si c'était un marathon, mais c'est comme si en même temps c'était un sprint. Vous êtes dans une action qui est intensive et qui n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'à la limite, vous vous diriez, si je savais, je n'aurais pas commencé. Les gens ont souvent l'impression qu'une start-up, au bout de 3 ans, c'est fait, on génère du... C'est faux, c'est complètement faux en fait. C'est minimum au bout de 7 années que vous commencez à valoir quelque chose. Je vous rappelle que les exits dans une start-up, qui ne sont pas vraiment réels, c'est minimum 5 ans. Donc, vous pensez bien que la start-up, c'est toute une vie. Quand vous prenez la vie de Steve Jobs, Apple lui a pris toute sa vie. Même s'il a arrêté en cours, il est revenu, c'est toute sa vie. Sergey Brin de Google, c'est toute sa vie. Vous pensez que ces gens-là, en fait, ils peuvent, comme vous, aller sur la plage avec une serviette? Non, ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, c'est toute leur vie, en fait. Donc, il faut bien réfléchir à ce que ça entraîne, en fait, finalement. Est-ce que je suis assez fort? Et c'est ça, finalement, c'est que vous êtes complètement inconscient. Donc, justement, c'est génial, quoi. Alors, l'énergie. Pourquoi l'énergie? Je vais juste insister sur le fait que c'est ultra intense. C'est-à-dire que vous allez réaliser en 2-3 ans ce que des salariés ou des personnes auraient réalisé en 10 ans. Vous n'avez pas le temps de dormir parce que vous êtes obsédé par le besoin de satisfaire le client et le besoin, en fait, d'être beaucoup plus en aval et en amont des concurrents qui arrivent derrière vous. Donc, c'est vraiment un parcours où c'est super intense et vous n'avez pas le temps de vous reposer. Si vous savez que vous ne pouvez pas et que vous n'avez pas, en fait, l'énergie ou la niaque, ce n'est pas la peine de commencer. Faites une entreprise. Ou sinon, allez prendre un emploi, c'est beaucoup plus simple. Vous n'êtes pas embêté, vous avez vos week-ends, vous n'avez pas de soucis là-dessus. Voilà. Et là, en fait, je parlais de l'inconscience. Là encore, justement, la vraie réalité, c'est que l'étudiant, voilà, on est en train de discuter autour d'une table, on a fini un petit devoir, et puis on se dit, ah, mais finalement, c'est génial ça, pourquoi je ne le ferai pas? Et on n'a pas conscience, finalement, de ce que ça va nous coûter, en fait. Et c'est ça la beauté, en fait, de la chose, c'est que vous êtes complètement inconscient, vous avez un courage, vous avez une énergie qui, d'ailleurs, Mark Zuckerberg est vraiment l'exemple type. Il a commencé, en fait, d'ailleurs, il a arrêté, en fait, la fac pour pouvoir continuer sa boîte. Et bon nombre d'étudiants le font. Alors moi, je ne vous conseille pas d'arrêter vos études, parce que c'est super important, les études. Finalement, on va le voir, c'est ce qui nous reste quand finalement on n'a plus rien, hein. C'est le diplôme finalement. On retourne chercher du travail. Donc je ne vous conseille pas d'arrêter les études. Et enfin, les 2 derniers trucs, c'est que voilà, c'est que vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez pas de dette. Généralement, vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas de crédit immobilier. Généralement, c'est vos parents qui vous aident. Vous n'avez rien à perdre. Franchement, si on parle de risque, vous avez 0 risque, niet. Donc, allez-y, quoi. Et enfin, des idées neuves. La grosse chance que vous avez, c'est que vous êtes des cerveaux tout à fait neufs par rapport à nous, qui, en fait, il faut savoir que d'une manière générale, plus on vieillit, et plus on est, je veux dire, je ne vais pas dire formaté, il ne faut pas le dire un mot, mais je veux dire que, voilà, plus vous vieillissez et plus vous voyez des choses, et plus vous avez une idée sur des choses, vous avez des certitudes sur des choses. Tandis que vous n'êtes pas encore à ce stade-là. Enfin, vous n'avez pas encore, par exemple, travaillé dans des cabinets, être formaté à un site de travail. Vous êtes encore dans un esprit assez ouvert. Donc, profitez de ça, puisque justement, bien souvent, les innovations sont portées par des esprits neufs, ou un regard différent sur des choses. Dans le cas de Airbnb, que vous connaissez, alors, je ne sais pas si vous connaissez Airbnb, c'est une boîte qui vous permet, en l'occurrence, alors moi je ne vais pas dire qui vous permet de choisir le lieu où vous voulez passer vos vacances, où vous voulez résider. Airbnb,
comment dire ça, c'est plus en fait une découverte, une expérience de l'espace. Pour moi, c'est ça en fait. Donc vous pouvez louer une journée sur un bateau, vous pouvez louer un espace dans un igloo, c'est vraiment une découverte, c'est une expérience. Et justement, Airbnb, ces mecs-là, en fait, c'était des designers. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir en fait. Justement, c'est cet angle de vue différent que vous avez sur des choses existantes. C'est exactement ça en fait qui fait la différence. Et puisqu'on a dit, voilà. Donc maintenant, on va passer à une partie un peu plus intéressante, enfin en tout cas qui continue là-dessus, c'est finalement comment se lancer. Et est-ce qu'il n'y a pas un truc finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour créer une start-up? Voilà, pour les étudiants, on est à l'école, le truc c'est quoi? C'est de savoir finalement quel devoir qui va tomber. Ah oui, je sais qu'il prend ces questions dans tel livre. Ah oui, effectivement, il y a un livre. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour créer une start-up? Comment on fait pour se lancer finalement? Il n'y a pas de truc en fait. Malheureusement, il n'y a pas de truc. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc. En fait, ce n'est pas une entreprise. Justement, alors, lancer une start-up, c'est comme si vous appreniez à rouler au patin à roulettes. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. On a beau vous dire, quand tu mets tes patins, surtout ne fais pas de gestes brusques, tu vas tomber à terre. Mais on n'a pas d'équilibre au début. On ne sait pas ce que c'est que cette sensation. On met les patins et puis on ne sait pas comment tenir debout. C'est exactement la même chose. C'est à force de mettre des patins et de faire du patin que vous allez savoir les gestes qu'il ne faut pas faire. Et la start-up, c'est exactement la même chose. On aura beau vous dire de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, c'est votre expérience. C'est vous qui connaissez le terrain, c'est vous qui connaissez vos attitudes. Si moi, je suis quelqu'un d'équilibré, ben, forcément, je ne tomberai pas. Mais si je ne suis pas équilibré, je tomberai beaucoup plus facilement. Et c'est exactement ça. On ne peut pas prédire. On ne peut pas, d'ailleurs, cette notion de dire qu'il y a des coachs. Alors bon, ça c'est un autre débat, on ne va pas rentrer là-dessus. Je laisse ça, je ne vais pas continuer là-dessus. Bref, donc en l'occurrence, pour conclure, voilà, ce que je disais en fait, c'est qu'au niveau, il n'y a pas de truc. Voilà. Donc, vous allez devoir apprendre par vous-même, faire le maximum d'erreurs, et ça sert à ça justement pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'aventure. Et ce qu'il faudra, c'est être déterminé et passionné. C'est les deux choses primordiales. Si bien que, je suppose que des fois vous vous dites, mais c'est bizarre, je ne comprends pas, on était à l'école ensemble, pourtant c'était pas le meilleur de la classe, je ne vois pas pourquoi lui et pas moi. C'est parce que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est une question de détermination et de passion et de vision, c'est tout, ça s'arrête là en fait. Alors, c'est un peu la phrase typique, finalement on lit un article, et on se dit, waouh, génial, le mec il a créé ça ou elle a créé ça, top l'idée. Et finalement on se dit, mais pourquoi je n'ai pas trouvé l'idée finalement, comment, la question c'est comment trouver des idées start-up finalement. Je pense que, allez, on a tous envie d'être riche, quoi, je sais pas, d'être millionnaire, milliardaire finalement. Comment est-ce qu'on trouve des idées start-up? Vous allez me dire, ouais, je sais pas, on va acheter des articles. Non, c'est pas comme ça, en fait. Je ne vais pas vous expliquer. Du moins, nous, en tout cas, on est déterminés à dire que ça ne commence pas par l'idée. Et d'ailleurs, Dave McClure, qui est un célèbre entrepreneur et qui a fondé un incubateur, vous dit « Your fucking solution is not my problem ». Et c'est ça l'erreur, en fait, qu'on fait systématiquement, sans être vulgaire là-dessus, c'est que l'exemple typique, c'est voilà, j'ai une migraine, et vous allez me proposer des vitamines. Je ne veux pas de vitamines. Moi, je veux un painkiller. Je veux un truc qui tue la migraine. Je veux un remède. Je veux un truc qui soit radical. Et c'est ça la différence. Finalement, vous devez vous attacher à des problèmes qui comptent. On ne cherche pas des idées. On cherche à résoudre des problèmes. C'est ça la différence. Ne cherchez pas d'idées. Cherchez des problèmes à résoudre. Des problèmes qui vous concernent au quotidien. Je ne sais pas, quel problème j'ai eu il n'y a pas longtemps là. J'ai pas trouvé l'amphi. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent sur le AG, ils ne savent pas où sont les amphis. Créez une app pour que dès que quelqu'un vient dans une conférence, ils puissent trouver. Je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui ont le même problème que moi. Donc vous voyez, donc finalement, la vraie question, ce n'est pas comment trouver des startups. La vraie question, c'est quel problème je veux résoudre.
quel problème qui compte, parce que finalement, résoudre un problème qui ne vous intéresse pas, vous allez très vite lasser. Donc, c'est quel problème qui, moi-même, compte pour moi, je souhaiterais résoudre. Voilà, donc c'est ça la vraie question. Et souvenez-vous de l'anecdote de la migraine, c'est vraiment en fait le cas typique. Généralement, en fait, on va essayer de vous vendre des choses alors que ça n'a rien à voir. Finalement, moi j'ai mal à la tête, je veux juste un truc qui arrête, c'est tout. Je veux pas de vitamines, ça me sert à rien du tout en fait finalement. Tout ça pour dire que voilà, comme je disais, s'attaquer à des problèmes qui comptent. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, alors c'est marqué en fait, make something people want. Ça c'est clé en fait. Ça, aujourd'hui, c'est la phrase que vous retrouverez toujours sur le web, sur tous les blogs d'entrepreneuriat. C'est la phrase qui est number one. Elle a été sortie par qui? Par Paul Graham, qui est en l'occurrence le directeur ou le fondateur en fait du fameux incubateur qui s'appelle, enfin du fameux accélérateur qui s'appelle Y Combinator à la Silicon Valley. C'est là où vous avez toutes les startups qui sont sorties comme Airbnb, tout ça. Et ça veut dire quoi finalement cette phrase? Vous devez faire quelque chose qui compte pour les gens, quelque chose en fait qu'ils ont besoin. C'est pas la peine en fait d'inventer quelque chose qui sera parfait. Aujourd'hui, la sanction elle est radicale. Alors, je vais donner un exemple pour ça. C'est que avant 2007, tout ce qu'on dit là n'avait pas de sens. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Avant 2007, je prends l'exemple de Windows, il y avait le plus important, c'était quoi? C'était de vendre et de distribuer. C'est-à-dire que vous avez une grosse campagne marketing sur des produits qui n'avaient jamais été testés par l'utilisateur. Et on vous vendait le produit, et vous veniez en masse, par exemple, Windows, les précédents Windows se vendaient en masse, parce que si ce n'était pas testé, il y avait une grosse démarche marketing. Aujourd'hui, c'est plus valable. Quand je vais au cinéma, et que je suis dans la salle de cinéma et je regarde un film, mais le film il est à chier, il est nul, je prends mon téléphone, j'envoie un message, le film il est nul. Tout le monde sait que le film est nul. Donc finalement, tous les gens, toute la campagne marketing qui sera faite en amont, voilà, tel film, c'est mort. Ça ne sert plus à rien du tout. Et c'est comme ça en fait que des boîtes comme TripAdvisor ou d'autres ont détrôné tous ces gens en fait qui avaient des hôtels ou des restaurants qui vous vendaient de la bouffe. Mais non, c'est faux. Une fois que vous avez le... Bon, effectivement, on dit qu'il y a des... Effectivement, on peut acheter... Bon, voilà, c'est encore notre débat. On peut acheter, en fait, des avis. Mais en l'occurrence, la vraie révolution, c'est le savoir, finalement. Vous allez acheter quelque chose que vous avez besoin. Vous n'allez pas acheter quelque chose, en fait, qu'on essaie de vous vendre. C'est fini, en fait. Depuis 2009, c'est fini, cette époque-là. Avant, on achetait, on ne savait pas, en fait, puisqu'on n'avait pas l'information. Maintenant, vous avez l'information à l'instant T. Donc, c'est ça, en fait, qui a tout changé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais et ces fameuses études de marché qu'on nous demande? Vous vous rappelez, il fallait écrire un business plan avec un plan sur 3 ans, faire des projections sur des choses qu'on ne sait pas, avec des clients hypothétiques. Ça vaut quoi aujourd'hui, ça? Alors oui, ça vaut encore dans le monde de l'entreprise. Mais dans le monde de la start-up, ça vaut que... En fait, vous venez avec ça, vous vous faites tuer, de toute façon. Parce que la réalité, c'est que dans une start-up, vous allez avoir des hypothèses que vous allez tester et vous aurez des retours tout de suite. Vous n'allez pas faire comme certains, c'est-à-dire produire, enfin, fabriquer le produit, faire tout le marketing et le vendre, et vous dites « Ah mince, finalement, ça ne fonctionne pas. C'est dommage, ça. J'ai pas demandé l'avis à mes clients, finalement. » C'est fini aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui fait que des boîtes se valorisent et se vendent tout de suite alors que ça fait à peine 18 mois? Ben c'est quoi? Finalement, ce qui compte, c'est quoi? Alors, c'est un peu facile, mais quoi? C'est le nombre de followers, les gens qui vous suivent, les avis utilisateurs, le nombre de... Voilà, quand je vous dis que Twitter n'a pas défini son modèle économique, mais vous êtes tous d'accord avec moi que finalement on s'en fout parce que Twitter en fait rassemble, voilà quoi, est en train de dépasser Facebook. Donc finalement, est-ce que ça compte puisque tout le monde l'utilise? Vous voyez? Donc c'est ça finalement en fait la valeur ajoutée. C'est est-ce que le produit ou le service, il compte pour les gens? Voilà. Alors, est-ce que le problème il est réel? Ça en fait c'est une vraie question. C'est une question par rapport au futur. Quand Google en fait s'est créé, il y avait au début 50 000 sites web, tout compris, pas plus que ça.
Et ils se sont dit, voilà, je fais un pari sur le futur. Je parie que dans le futur, on aura plus de milliards. Et c'est effectivement ça. Donc la vraie question, c'est est-ce que le problème, il est réel? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense? Est-ce que je me fais une projection du futur? Qu'est-ce que je pense du futur finalement? Est-ce que je me dis que je pense qu'il va se passer ça? Et c'est un peu comme ça qu'on réfléchit par rapport à son problème. Est-ce que le problème, en fait, on peut le valider? Est-ce que le problème, il est gros? Ça veut dire quoi? Ça veut surtout dire que dans une start-up, vous allez autant vous embêter avec un petit problème qu'avec un gros problème. Donc, s'il vous plaît, attaquez des gros problèmes. Ça ne sert à rien. Une entreprise reste une entreprise, une start-up reste une start-up. Vous aurez autant de travail. Donc, si possible, attaquez les gros problèmes. Est-ce que le problème, il est difficile? Généralement, plus un problème est difficile, moins vous avez des concurrents sur la liste. C'est simple. Si je vous dis, on va créer en fait une application qui va servir à géolocaliser ou à traquer les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé à ça déjà, ou à surveiller en fait son conjoint, je sais pas, c'est un truc super courant quoi. Mais si à l'instar, je vous dis qu'on va créer un calculateur qui va permettre en fonction de l'inclinaison du soleil et qui va retracer les rayons, là c'est fini, je vous ai perdu. Et finalement, dans le monde entier, on sera peut-être 3 petits pèlerins disséminés en Russie et en Allemagne à repenser à ça et à le faire. Voilà en fait ce que ça veut dire en fait. Donc attaquer les problèmes difficiles, vous aurez moins de concurrents. Est-ce que le problème il est complètement résolu? Ça aussi c'est une opportunité parce que finalement, il y a toujours de la place pour un deuxième ou un troisième. Regardez, je prends le cas de Uber. Uber en fait c'est le numéro 1. À Paris, vous avez aussi chauffeur privé. Vous avez aussi Lyft. Il y a toujours de la place, soit géographiquement, ou soit en fait dans un angle différent. Je ne sais pas si vous connaissez Rocket Internet. Rocket Internet, c'est une boîte qui est localisée en Allemagne, qui a été créée par les frères Sammer. Et vous savez c'est quoi leur modèle économique? C'est de copier. Mais oui, si Uber existe aux États-Unis, imaginez que je crée Uber aux États-Unis, ça cartonne. Mon idée, c'est quoi? C'est tout de suite, c'est de créer la même infrastructure et de la déployer en Afrique et dans d'autres pays où Uber n'est pas encore présent. Je serai là avant eux, on aura le même produit. Les frères Sammer, aujourd'hui, j'ai envie de dire que, d'ailleurs j'étais un peu énervé. Il n'y a pas longtemps, je regardais, ils ont créé, imaginez qu'en Afrique, depuis Paris, ils ont mis un mec qui est à Paris, et qu'est-ce qu'il fait? Il a pris le même concept que Booking.com. Je ne sais pas si vous connaissez Booking.com. Booking.com ou Hotel.com. En gros, c'est vous venez, vous réservez un hôtel. Ils se sont dit, finalement, l'Afrique, c'est un Eldorado. Depuis Paris, ils l'ont lancé, et ça cartonne. Ça n'existait pas en Afrique. C'est simple. Copier, des fois, c'est gagner, en fait. Innover, c'est bien. Copier, c'est gagner, des fois. Donc, et le concept, en fait, de Rocket Internet, c'est quoi? C'est be the leader outside of the USA. C'est simple. Ils veulent être les leaders sur les mêmes marchés qui existent aux États-Unis, mais en Europe et autre part. Voilà, c'est simple. Voilà. Donc je peux aussi me dire que géographiquement, j'ai de la place. Voilà. Vous pourriez aussi faire de même en Guadeloupe ou autre part. Et enfin, le dernier point, c'est est-ce que le problème, il est pire chaque jour? Je ne sais pas si des fois ça vous est arrivé, vous allez dans une ville et il y a une grève. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de sortie, on est coincé. Et c'est pire chaque jour. Chaque jour, le problème, il est pire. Ça, c'est le Graal. Ça, vous êtes sûr que les gens, ils vont acheter le produit tout de suite. Je vais critiquer, c'est un peu comme si vous aviez un PC qui a toujours un bug et vous en avez marre, quoi. C'est-à-dire, vous êtes en train de valider un document super important, il est minuit, vous devez le remettre il est 23h59, il doit être remis à minuit, et là, le PC, il bug. Il est mort. Je dis non, c'est pas vrai, quoi. Je le savais en plus. Je savais qu'il fallait sauvegarder mon document. Et c'est à chaque fois ce PC-là qui me fait ça. Non, à un moment donné, vous changez, vous prenez un Mac. Si vous en avez marre, vous prenez un Mac, parce que vous ne pouvez plus. Donc voilà. Donc, alors, ça c'est un peu le classique. On a une idée, ah oui, mais il ne faut pas que tu sais, j'ai un truc, mais bon, je sais pas si je peux te le dire parce que tu comprends. Alors, s'il vous plaît, franchement, c'est arrêter, quoi. Déjà, à la base, dans une entreprise, c'est un homme
et un projet. Donc, c'est compliqué de pouvoir copier le projet, ok, mais copier l'homme, c'est compliqué déjà à la base. Alors, dans une start-up, c'est encore plus viscéral. C'est un homme, c'est une idée, alors déjà, c'est une idée qui n'est pas encore exécutée. Donc, comment est-ce que l'idée va être exécutée? Et est-ce qu'elle va être exécutée? Combien de fois on a entendu, ah oui, mais vous avez une idée, vous la dites, et on vous dit, ah mais tu sais, en fait, j'ai un ami qui pensait comme toi, effectivement, il m'a parlé de ça aussi, et puis 5 ans après, l'ami, il n'a jamais créé un truc, en fait. Et c'est exactement ça, en fait. Vous avez toujours une idée, mais on ne la fait jamais. Et ce qui compte, en fait, c'est l'exécution. Est-ce que finalement, j'ai exécuté cette idée? Et jusqu'où j'ai été? Donc, entre l'idée, l'exécution, est-ce que je l'ai exécuté? Si je l'ai exécuté, est-ce que j'étais jusqu'au bout? Et si j'étais jusqu'au bout, est-ce que je voulais être un winner? Bon, écoutez, on refait le monde. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, le dernier point que je voulais donner, c'est oui, alors c'est super important, c'est le feedback. Si vous ne parlez pas de votre idée, vous n'aurez jamais de feedback. Vous allez rester dans votre coin. Et en plus, vous en avez besoin. Et c'est aussi comme ça qu'on trouve des cofondateurs. Donc, n'hésitez pas. Alors après, je ne vous dis pas d'aller vous jeter dans la gueule du loup, d'aller voir le concurrent et de lui dire, voilà, j'ai une idée, tu en penses quoi? Non. Mais bon, n'hésitez pas à parler. Alors, se trouver une mission, ça c'est super, ça c'est capital. On ne fait pas une start-up pour uniquement gagner de l'argent. Vous n'irez pas loin avec ça. On lance ce type d'entité parce qu'on est convaincu que ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Je prends un exemple très simple. Certains connaissent Change.org. Change.org, en fait, c'est un site où vous pouvez signer et faire des pétitions. En l'occurrence, par exemple, Claudicia a fait une pétition pour sa radio là-dessus. L'histoire de Change.org, elle est synonyme de ça. Le gars, en fait, il a fait une superbe école. Il a fait, je crois, Harvard ou Stanford, je ne sais plus quelle école. Et il devait être promu à une carrière de grand trader et devait prendre son poste. Et là, son frère vient le voir. Il lui fait une confession. Il lui dit, voilà, en fait, si tu veux, il fait un coming out. Voilà. Il lui dit, voilà, je suis gay et tu ne pourras jamais m'aider. Voilà, on est persécuté, tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas le poste. Il décide de créer Change.org pour changer la situation de son frère. Vous voyez? Ça, en fait, il n'y a pas de valeur pour ça. En fait, il n'y a pas de mots, ce n'est pas quantifiable en argent. C'est juste une détermination, une volonté, une vision, en fait. Une mission qu'on s'est donnée, en fait. C'est simple, c'est une mission. Quand Steve Jobs crée Apple et il se fait jeter, et derrière, en fait, il se dit, finalement, ma vie, elle est finie, et il se relève, et il crée Pixar, et il revient, et il se refait réembaucher chez Apple, c'est pas pour l'argent, en fait. C'est une mission, en fait. Vous avez une mission à l'intérieur de vous, et c'est tout. Et c'est ça, en fait, qui fait que vous avez des grosses startups. Toutes les grosses boîtes que vous voyez, les grosses startups, tous les gens, toutes les boîtes qui lèvent des fonds, c'est une mission. Quand vous voyez, voilà, ils lèvent, je sais pas moi, 1 million d'euros, 300 000 euros, vous pensez que le montant lui-même n'a aucune signification. Ils sont juste obstinés à réussir, en fait. C'est ça la différence. Et donc, justement, quand vous êtes là-dedans, en fait, la notion d'argent, en fait, elle n'a plus de sens. On parle de bulle Internet, mais en fait, il faut bien comprendre que... alors, l'exemple le plus mythique, c'est Elon Musk, qui a créé la Tesla, qui a créé SpaceX. D'ailleurs, je lisais un article il n'y a pas longtemps où, imaginez-vous que quand il a créé SpaceX, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne connaissait rien aux fusées. Il a acheté les 100 meilleurs bouquins du marché. Il les a lus en 4 ans. Il les connaissait par cœur. Il a payé les meilleurs consultants au monde pour pouvoir répondre à toutes ces questions et il s'est lancé. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs experts au monde là-dessus. Vous voyez? Donc, c'est une mission. C'est pas pour l'argent, en fait. C'est une mission que vous avez. C'est viscéral. Il a lâché sa femme et ses 4 enfants. Il est parti. Donc, il n'y a rien qui allait l'arrêter, de toute façon. C'est clair et c'est net. Voilà. Donc, alors, j'ai un dernier exemple qui est assez marrant. Je ne sais pas si vous avez une vidéo. Mark Zuckerberg, qui a été invité en Chine et qui parlait le mandarin. J'étais juste estomaqué, et si bien que l'intervieweur, en fait, arrive et lui parle en anglais et il répond en mandarin.
Et tout le monde était choqué. Alors déjà, bon, imaginez le coût marketing, c'est fabuleux. Vous parlez mandarin et il lui demande est-ce qu'il l'a fait pour les, voilà, pour les clients, pour les users. Et il dit non. Il explique que sa femme est chinoise et qu'en l'occurrence, comme la grand-mère de la femme ou la mère, je ne sais plus, ne parle que chinois, donc il a appris le chinois. Vous voyez, donc ça n'a pas de valeur. Il a appris le mandarin parce qu'il aimait sa femme, c'est tout. Voilà. Alors, construire une épique exceptionnelle. Alors, qu'on soit clair, il n'y a pas de start-up avec des solo founders, ça n'existe pas en fait. Alors, si ça existe, mais ce n'est pas des, voilà. Une start-up, vous avez forcément, si la start-up est intéressante, forcément vous allez attirer du monde. C'est le côté attraction, c'est le côté, voilà. Vous ne pouvez pas être seul. C'est simple, c'est pas possible en fait. C'est juste impossible. D'ailleurs, vous avez toujours en fait un co-founder et si au cours du temps, vous n'avez pas encore eu ce co-founder, vous l'aurez à un moment donné. Mais vous n'irez pas loin. Et en plus, du moins, il est clair et net que vous ne leverez jamais de fonds. Aucun investisseur sous la place ne parie en un homme. C'est simple, pourquoi? Parce que l'investisseur parie sur l'équipe. Aujourd'hui, ce n'est plus le projet qui prime, c'est l'équipe. C'est la première condition, c'est l'équipe. Donc si vous n'avez pas d'équipe, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de levée de fonds. À part si vous faites du bootstrap. Le bootstrap, en fait, c'est j'essaie de faire avec ce que j'ai sans, voilà, en vendant et en récupérant ma marge et en réinvestissant. C'est la seule manière. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à l'équipe. Et oui, comment est-ce qu'on bâtit son équipe, finalement? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des co-founders? La meilleure manière de trouver des co-founders, c'est de faire avec des gens des mini-projets. Genre, par exemple, dans une association, vous avez un petit projet, je ne sais pas, sur quelque chose un mini-projet. C'est comme ça, en fait, qu'on apprend à découvrir son cofondateur ou son équipe. Parce que imaginez, c'est comme l'équipe, c'est comme un mariage, en fait. Généralement, c'est un mariage. Parce que vous passez plus de temps avec votre cofondeur que votre femme ou que votre conjoint. Dans une journée, vous travaillez avec lui toute la journée. Donc, vous voyez votre femme, votre conjoint moins souvent. Donc, c'est pire que le mariage, en fait. Et si vous êtes avec quelqu'un avec qui ça ne passe pas, il faut arrêter direct. Ça se fait, en fait. Il y a beaucoup d'équipes qui ont arrêté. Par exemple, le cas de Steve Jobs. Steve Jobs s'est fait virer. Il est parti. Et on l'a repris pour X raisons. Mais c'est très courant de virer des cofondeurs. Bon, ils sont toujours dans le capital. On vire un cofondeur parce qu'on estime qu'il n'est plus dans la logique initiale. Et on continue le chemin. Ça se fait, en fait. Ce n'est pas un problème, ça. Donc, dans le monde des startups, c'est assez courant. Enfin, en tout cas, ça se fait, en tout cas. Voilà. Alors, vous allez me dire, est-ce que finalement, mon cofondateur, il doit être intelligent Non, ce n'est pas un critère. Comme je disais encore une fois, je me répète, les critères déterminants, c'est la ténacité, le courage et la passion. S'il n'a pas ces qualités, ou du moins si vous avez encore défini d'autres critères, allez-y. Mais l'intelligence, ça, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le recruter dans la boîte. Ce n'est pas un problème, ça sera un salarié. Et si bien qu'il y a une manière en fait de tester. Alors Peter Thiel, qui est un grand entrepreneur dans la Silicon Valley, et c'est lui qui a été à l'origine, enfin, co-founder de PayPal, d'accord, Peter Thiel. Vous savez ce qu'il faisait? Peter Thiel, en fait, dans toutes les boîtes dans lesquelles il investit, à un moment donné, il arrive et il propose aux salariés de remplacer le salaire par de l'equity. Ça permet de voir quoi finalement? Ça permet de voir finalement est-ce que vous croyez en la boîte? Est-ce que vous vous dites il faut absolument que j'investisse? C'est comme si en fait, aujourd'hui je vous dis voilà, vous êtes salarié de Facebook et je vous propose de prendre des actions chez Facebook. Vous dites ah ouais, ça c'est un truc en or quoi. Je suis chez Facebook, c'est clair que je préfère ne pas avoir de salaire, mais avoir des actions chez Facebook et je sais que de toute façon ma vie est assurée. Vous voyez? Ben, c'est pareil en fait. Ça permet en fait de voir finalement est-ce que votre boîte elle a une traction? Est-ce que les salariés sont complètement impliqués là-dedans finalement? C'est ça que ça permet de voir en fait finalement. Donc voilà. Et ouais. Alors transformer les hypothèses en expérience. Ça, je pense que bon, on y est d'accord. Et d'ailleurs justement, ça fait un peu référence à tout ce qui est lean ou pas, dans le sens où aujourd'hui, vous bâtissez un prototype et vous allez le tester en fait. Vous avez des idées que vous allez tester et il faut absolument réaliser le maximum d'erreurs dans cette phase-là. C'est fait pour ça. Il faut tout faire en fait, il faut tout tester en fait. Vous êtes là pour ça de toute façon.
Il faut tout tester maintenant. Donc, vous avez des hypothèses, testez-les. Ça sert à ça. Ne supposez pas, ne présupposez pas. L'utilisateur final qui est le client ne vous pardonnera pas. C'est simple. Donc, testez et ne faites que ça. Restez concentré et n'essayez pas de faire plusieurs choses à la fois. Je sais, on a toujours des idées, on a toujours un truc nouveau. Ah oui, c'est génial, tu as vu, j'ai pensé à ça justement. Non, les startups successful, c'est les gens qui sont focus 24 sur 24 dans leur startup. Ils n'ont qu'une obsession, c'est la croissance de leur startup. Ils ne font pas autre chose en fait. Si vous voulez créer une startup, vous devez être focus là-dessus à 100%, à 120%. Rien d'autre ne vous préoccupe que ça. Tout ce qui est à côté est un ennemi. Le téléphone, c'est un ennemi en fait. La télévision, c'est un ennemi. Tout est un ennemi. On est focus là-dessus. On n'a qu'une envie, c'est de growth, de croître en fait. Qu'une chose, croître, c'est tout. Donc, soyez concentrés. Et le plus souvent, il y a même, je ne sais plus, je parlais avec un leveur de fonds qui me disait qu'il pensait même à créer une machine qui vous dit ça en continu. Reste focus, reste focus, reste focus, reste focus. Et c'est ça pour l'entrepreneur. C'est bien souvent, on a tendance en fait à faire autre chose, à s'éparpiller et puis voilà. Il faut rester focus sur ce qu'on doit faire. Et je vais prendre un exemple. C'est comme les gens qui font des footings. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand vous faites du footing, enfin pour ceux qui en font, vous allez toujours mesurer ou calculer le temps que vous avez pris. Parce que, si aujourd'hui vous avez couru 1 heure sur le même parcours et le lendemain vous faites 20 minutes, c'est qu'il y a un problème. On est d'accord? Soit vous êtes fatigué, soit vous êtes malade. Mais l'idée, en fait, c'est que quand vous faites du jogging, on veut toujours performer. Et c'est pareil en fait dans l'entreprise en fait. L'exécution, c'est la performance. Vous devez continuellement mesurer cette exécution, être de plus en plus performant. Vous savez qu'aujourd'hui, Uber, ils sont capables, et ils le font, je dis ils sont capables, ils le font d'ailleurs, ils développent une ville en 24 heures. C'est-à-dire qu'à l'instant où je parle là, ils sont en meeting, ils décident, et demain on fait cette ville-là. L'infrastructure est déployée en 24 heures. C'est simple, il n'y a rien à faire. C'est un modèle, comme j'ai dit, qui est scalable. Scalable, répétable, d'accord, et profitable. Donc, le but dans la start-up, c'est de pouvoir dupliquer Airbnb. Qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir être dans un pays? Rien. Juste envoyer un email ou faire une petite campagne et vous mettez votre maison là-dessus, votre maison, votre espace. Donc, c'est ça le but en fait. C'est de pouvoir exécuter. Et ceux qui exécutent continuellement et qui sont obsédés par ça, c'est eux qui réussissent. Bâtir une communauté d'utilisateurs. Alors ça, c'est fondamental. Il faut bien comprendre que, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez du premier iPhone, dont tout le monde critiquait au début, ouais, je ne comprends pas, je crois qu'il n'y avait pas de vidéo là-dessus, c'était un outil assez simple, mais finalement, qu'est-ce qui a fait que l'outil, il s'est vendu, qu'il a performé? C'est ce qu'on appelle en fait au début, vous avez les early evangelists ou les early adopters. Donc, dans la courbe d'un produit, vous avez toujours ceux qui sont fanats de technologie. Donc, le dernier iPhone, le dernier Samsung, ils connaissent tout par cœur. Hein. Ah, il y a une capacité de temps, il y a tant de mémoire, oui, c'est génial, l'appareil photo tant de pixels. Ça, c'est les early adopters. Ces gens-là, en fait, ils connaissent le produit par cœur. Et généralement, c'est avec eux que vous allez faire, des fois, vos premières expériences. C'est eux qui vont tester les produits. C'est cette communauté d'utilisateurs qui va vous donner du feedback, en fait. C'est les premiers à tester le truc, à vous dire, ouais, mais il manque ci, il manque ça, on ne peut pas faire ci et ça, voilà. Donc, c'est avec eux que vous allez bâtir, en fait, votre produit. Et ça, c'est super important, en fait. Quand je parlais, en fait, de tester les hypothèses, c'est avec eux que vous allez faire ça. Cette communauté-là, vous allez la chérir. C'est eux qui vont faire que le produit va sortir dans une version. Et d'ailleurs, généralement, elle est même vendable au début. Je ne sais pas si vous avez vu, avant, on sortait un produit d'emblée avec une campagne marketing, sans même l'avoir testé. Aujourd'hui, vous avez des landing pages qui vous font croire que le produit existe, mais il n'existe pas. D'accord? Et on vous dit, inscrivez-vous. Vous avez de belles vidéos. Oui, le produit va faire ci, va faire ça. C'est un peu comme les campagnes de Kickstarter. C'est pareil en fait, le produit n'existe pas. Le produit n'existe pas. On vous explique ce qu'est le produit, on le prototype. D'ailleurs, c'est à ça que servent les Fab Labs, à fabriquer en fait des prototypes en 3D ou pas, ou en réel.
Mais le produit n'existe pas, on n'a pas encore fabriqué le produit. Et on le teste, on vous le montre, vous le visualisez. Là, vous dites, ah ouais, c'est génial, c'est exactement ce que j'avais besoin. Et là, vous vous inscrivez, vous avez limite déjà précommandé le produit qui n'existe pas. Et c'est ça, en fait, le but. Et ça vous permet, en fait, de voir justement le taux de conversion. Landing page, en fait, vous permet de voir le taux de conversion, d'accord, que vous allez réaliser sur un produit. Est-ce que finalement le produit intéresse ou pas? Parce que ce n'est pas simplement, en fait, nombre de clics. Ce n'est pas parce que je vais sur une page, je clique que je vais l'acheter. Vous devez aller jusqu'à mettre, en fait, l'empreinte bancaire et voir si la personne, elle va vraiment l'acheter, en fait. Voilà, on appelle ça le taux de conversion. Mais bon, ça, c'est encore autre chose, on ne va pas le faire aujourd'hui. Alors, c'est ce que je disais, voilà. N'attendez jamais avant de vendre un produit. Je ne sais pas si vous connaissez Lima. Lima, en fait, c'est ce qui est, en fait, c'est une petite clé USB. En gros, c'est votre Dropbox. Lima, en fait, vous permet de vous connecter, quel que soit le lieu où vous êtes, et d'avoir tous vos dossiers, tous vos fichiers avec vous, et qui sont synchronisés, en fait. Ça cartonne, d'ailleurs, ça a été nommé, il y a 2 mois ou il y a 1 mois, invention de l'année de France, par le MIT aux États-Unis. C'est vous dire. Eh bien, Lima, ça va sortir. Et Lima proposait déjà le produit en vente avant qu'il n'existe déjà. Lima a levé. D'ailleurs, je crois que vous verrez sur Kickstarter, ils ont fait une levée démentielle, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà, donc la version bêta. D'où justement les versions bêta, bêta 1, bêta 2, voilà, bêta 3 que vous voyez aujourd'hui. Voilà, ça c'est un propos. Encore Peter Thiel, donc moi je suis fan de Peter Thiel pour ça en fait. Il vous dit competition is for losers. Ça veut dire quoi? En gros, Peter Thiel en fait a toujours une vision similaire à celle d'Elon Musk qui a créé la Tesla ou SpaceX. Ces mecs-là en fait, leur but c'est quoi? C'est créer des marchés. Ils vous disent que si vous allez sur un marché pouvoir vous mettre en compétition avec d'autres, c'est que vous êtes des perdants. Vous ne voulez pas réussir, vous n'êtes pas des champions. Eux, ils ont toujours eu cette vision de créer en fait un produit ou un service qui répond à un besoin utilisateur, mais sans pour autant se mettre sur des marchés concurrents. Exemple, quand Peter Thiel a pensé à créer PayPal, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il ne s'est pas dit en fait je crée PayPal parce qu'il y a un concurrent, non, il s'est dit le web existe, je suis sûr qu'à un moment donné, on va vouloir acheter des articles sur le web. Et c'est comme ça qu'il est venu l'idée de créer PayPal, en fait, et pas autrement. Donc, c'est des gens qui ont une vision, en fait. Ils ont une vision, ils ont des convictions, et ils vont jusqu'au bout de leur vision, en fait. En fait, c'est ce qu'on appelle faire des paris sur le futur. Si vous faites le test, vous verrez, l'entrepreneur, c'est celui, en fait, qui prend des décisions dans le flou, en fait. Vous ne savez pas ce que vous... Enfin, vous ne savez pas, en fait, vous n'avez pas les informations. Et justement, le but, c'est quoi? C'est est-ce que le pari que j'ai fait il y a 2 ans, est-ce que finalement, ce que j'ai dit qui va se passer va finalement arriver? Ça a été le cas pour Google. Oui, c'est arrivé. Ils avaient parié qu'il allait avoir plus de 1 milliard de sites web et qu'ils allaient scaler. C'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont débuté, rappelez-vous, il y avait 50 000 sites web. Et c'est pareil, en fait, pour tous ces mecs-là, en fait. Quand ils créent, vous verrez, la Tesla, c'est la première voiture 100% électrique. Il n'y a aucun concurrent sur le marché. Si bien que Elon Musk, je crois 3 semaines de ça, il a mis à disposition le brevet de sa batterie. Vous voyez? C'est des gars qui ont peur de... Ils n'ont pas... Enfin, la peur n'existe pas pour eux, en fait. Ils sont tellement convaincus qu'ils vont réussir qu'il n'y a aucun souci de mettre le brevet pour les gens à disposition. Vous voyez? Donc, ça revient encore à ce que je disais. Avoir une mission. Alors, ça, c'est un exemple. D'une manière générale, ce qu'il faut comprendre, et ce que Peter Thiel nous explique, c'est que vous devez créer, vous devez créer en fait, vous devez capter de la valeur. En gros, pour expliquer mon exemple, je prends les compagnies aériennes aux États-Unis et je prends Google. Les compagnies aériennes sont sur un revenu en 2012 qui fait environ 200 millions, enfin je ne sais pas, 200 milliards, enfin bon, je prends des chiffres qui n'ont rien à voir, mais ce qu'il faut regarder, c'est des ratios. Disons qu'elles sont sur un chiffre de 200 milliards, d'accord? Mais la concurrence est tellement rude qu'ils font un profit, que chaque compagnie fait un profit uniquement de 0,2%. Je prends maintenant Google, donc on parle de 200 milliards, 0,2, vous voyez, donc ce n'est pas des gros ratios. Google, je prends un exemple qui n'a rien à voir. Imaginez qu'ils font 50 milliards,
ils sont sur un revenu de 50 milliards de leur marché. Eux, ils captent 21%. Vous voyez la différence? En fait, ce qui est important, c'est quel pourcentage du marché que vous captez finalement, quelle valeur j'ai. Est-ce que finalement, pour moi, c'est plus intéressant de créer une start-up dans le domaine aérien où je sais que finalement, je vais capter une très petite valeur sur un marché qui est gros. Le marché, il est beaucoup plus gros, mais la valeur, elle est plus petite. Tandis que Google, ils sont sur un marché plus petit, mais en valeur, ils captent beaucoup plus. Et si bien que Google aujourd'hui, initialement, leur métier, c'était quoi? C'était moteur de recherche. Donc, les concurrents, Bing, tout ce que vous voulez, je ne sais pas, enfin, Yahoo, voilà. Mais aujourd'hui, c'est quoi le métier de Google? Ce n'est pas moteur de recherche. Ce n'est pas du search engine. C'est quoi leur métier? C'est de la pub. Google, c'est de la pub, en fait. C'est simple. Et là, ils sont encore sur un autre marché, vous voyez? Donc, en fonction de là où vous êtes, vous captez une valeur différente. C'est ça que vous devez apprendre, en fait. Donc, vous avez beau aller sur des marchés, c'est finalement quelle valeur je vais capter sur ce marché. Alors ça, c'est le truc à ne jamais oublier. Last mover advantage. Qui est-ce qui bouge en dernier? On a toujours tendance à penser, ah oui, il faut que je me dépêche parce que si jamais je ne réussis pas ou je ne fais pas vite. Alors oui, il y a l'exécution. Ne pas confondre l'exécution et cette notion de breakthrough, cette notion d'innovation. Cette notion, par exemple, est-ce que vous n'êtes pas convaincu? Et je pense qu'on en a tous marre des réseaux sociaux. C'est simple et c'est clair. Le dernier réseau social qui va exister, c'est Facebook, point barre. On passe à autre chose là. Là, on passe à d'autres choses. Le dernier search engine, c'est Google, c'est point. Je pense que c'est clair et c'est net. Il ne faut pas chercher. Il n'y en aura pas d'autres en fait. Il y a plein de trucs qui se créent, mais je pense que vous êtes tous à 90% Google. Facebook, c'est pareil. Vous aurez un réseau social sur les courses, sur les chiens, sur les chats, sur le sport, whatever. Google restera le dernier moteur de recherche, enfin, dernier en fait réseau social. Microsoft, c'est pareil. Le dernier opérateur système, c'est Microsoft, c'est tout, c'est simple, c'est clair. Donc vous voyez, donc chaque siècle, chaque période comme ça, vous avez en fait un winner take all. C'est ça en fait. Je prends tout et c'est fini, je ferme la boucle. Voilà, c'est fini, après moi c'est fini. On passe plus, c'est fini, la boucle est fermée. Exactement ça en fait. Donc cette question en fait du last mover advantage, si jamais vous l'avez, c'est juste le Graal en fait. Vous êtes au summum et là en fait, c'est fini quoi. Voilà. Je sais pas si on pourra dire qu'Amazon c'est un peu ça, mais bon, on pourrait le dire aussi. Mais on n'est pas encore là. Voilà. Donc finalement, comment faire? En fait, c'est simple. C'est simple en fait, c'est qu'il faut commencer tout petit. Ne pensez pas, toutes les boîtes que vous voyez, et même Airbnb, vous savez, ça a commencé Airbnb, ça a commencé en fait dans un appartement. C'est pas d'histoire en fait. Hein. Toute la logique qu'il y a sur les garages, c'est vraiment ça en fait. Airbnb, Brian Chester et son associé étaient dans un appartement. Et ces mecs-là, en plus, ils viennent du monde en fait du design. Ils n'ont rien à voir avec l'hôtellerie. Ils se sont juste rendus compte qu'un jour, ils allaient à une conférence et qu'il n'y avait plus d'hôtel. Vous savez, quand vous avez des conférences et qu'il n'y a plus aucun hôtel, et vous vous rendez compte que finalement, le petit hôtel crasseux qui reste, il vous coûte 700 € la nuit. Vous êtes juste dégoûté en fait. Et bien c'est ça en fait. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché énorme et ils se sont dit finalement, est-ce qu'on ne peut pas créer un lieu où les gens pourraient venir et louer un espace dans ces lieux où il y a des conférences. Et ça a démarré comme ça. Et littéralement, son associé a déménagé, enfin il est venu à San Francisco. Et en top chrono, je vous assure, enfin en tout cas ça c'est lui qui le dit, hein. Je ne veux pas, voilà. Il dit qu'en 30 minutes top chrono, ils ont designé leur première page web. Tout de suite, et c'était opérationnel, et ils commençaient déjà à proposer de l'espace. Voilà. Eh bien, si vous voulez, c'est ça en fait. Il faut commencer tout petit en fait. C'est en testant ces premiers utilisateurs que vous allez en fait comprendre finalement qu'est-ce qui vous permet de scaler. On commence petit, avec une petite communauté, on regarde le mécanisme, comment ça fonctionne, et ensuite on peut déployer en fait l'infrastructure à grande échelle. Mais le départ, c'est tout petit. Et ensuite, croître rapidement, puisqu'on veut exécuter. Enfin, on va jusqu'à dominer ce petit écosystème, d'accord? Et une fois qu'on a dominé l'écosystème, là, on va s'étendre. Là, on va commencer à bâtir, en fait, puisqu'on a l'infrastructure, on sait comment elle fonctionne et on sait comment la déployer. Et là, on va la déployer. Voilà.
Et on arrive au monopole. Alors bon, on arrive presque à la fin. Donc, alors, la grosse question. Je pense que tout le monde se dit oui. On m'a souvent dit, quand j'entreprends, de ne pas le faire avec des amis parce qu'on va se froisser, c'est compliqué. Alors, mon avis là-dessus, je dis bien c'est mon avis, et c'est ce qui se passe la plupart des cas, généralement. Vos amis, en fait, sont les gens en qui vous avez le plus confiance. Et la confiance, c'est déterminant dans une start-up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est souvent avec eux qu'on démarre les idées, qu'on a envie de faire des choses, parce que voilà, on le connaît bien, on sait comment il fonctionne, on sait comment est-ce qu'il réagit. Et finalement, si ces personnes sont vraiment vos amis, si jamais demain elles sont virées, elles savent pourquoi elles sont virées. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous vous êtes donné ensemble une mission et entre amis, on sait très bien en fait quand un il a déconné quoi. Enfin, on sait entre nous, voilà, on se le dit pas, mais on sait très bien que tu as déconné. Allez, dis-moi, tu as déconné, voilà. Donc, si vous voulez, la plus grosse chose en fait, c'est la confiance en fait. C'est la confiance et c'est ça qui fait qu'elles réussissent en fait. Et aujourd'hui, les nouvelles startups, vous verrez, c'est des bandes de potes en fait, parce que ces mecs-là, ils passent tout leur temps ensemble. N'oubliez pas que dans une startup, vous allez passer plus de temps avec ces gens-là qu'avec vos conjoints, qu'avec vos enfants. Donc, c'est fondamental. N'ayez pas peur de licencier. Hire fast. Fire fast. En gros, c'est simple. Si vous êtes là pour faire de l'état d'âme, ça ne fonctionne pas. C'est clair et c'est simple parce que votre obsession, c'est de croître en fait. Donc, et je disais bien en fait, vous savez, dans des boîtes, on a souvent des problèmes au prud'homme parce qu'on n'a pas voulu payer le salaire du dernier mois, que le dirigeant a refusé. Il est hors de question que je le paye le dernier. Non! Donnez-lui 3 salaires, il partira. Vous n'avez pas de temps à perdre en fait. Il veut partir et en fait, mieux encore, vous venez et vous dites que finalement, c'est lui qui a démissionné. Ce n'est pas vous qui l'avez viré. Il serait content le gars, ou la personne en l'occurrence, ou la femme. Dites que c'est lui qui a démissionné et vous lui donnez en plus 3 salaires, 3 mois. Il partira tout de suite sans aucun souci. N'allez pas vous enquiquiner. Vous n'avez pas le temps pour ça. N'oubliez pas, vous n'avez qu'une obsession, croître. Ce n'est pas le petit salaire que vous allez, l'ego que vous avez pour ce petit salaire qui va... Ça, c'est une perte de temps. Donc, et c'est de la même manière qu'on dit souvent que les Américains, oui, sentiment, non, c'est qu'ils ont, en l'occurrence, dans ce domaine-là, vous n'avez qu'une obsession, c'est de croître. Donc, il n'y a rien qui peut vous dire, vous n'êtes pas là pour perdre de temps. Donc, s'il faut virer, on vire, c'est tout, on passe à autre chose. Ça a été le cas de Steve Jobs, comme je le dis encore. Et je prends aussi le cas des managers. Rappelez-vous l'exemple du début chez Google. Ils ont embauché 21 managers, ils ont viré les 21 sans aucun souci. Et c'est reparti comme en 40. La taille importe peu, oui c'est vrai, il y a des grosses, il y a des petites startups. Tout dépend du stade auquel on est dans le business model en fait. C'est ça en fait qui fait la différence. Ben oui, si je démarre, j'ai une petite startup. Je prends par exemple en fait l'exemple d'une startup qui est sur Paris qui s'appelle Save My Smartphone. Hervé en fait a démarré sa boîte comment? Au début il réparait les ordinateurs pour des gens. Et un jour le client lui dit mais dis-moi tu fais pas aussi les portables? Et il dit non mais si tu veux je peux essayer. Et il essaie comme ça, 2, 3 clients. Ça continue comme ça. Donc au début il est tout seul chez lui. Et puis il se rend compte que finalement il y a un énorme marché puisque tout le monde a au moins une fois dans sa vie brisée. Parce qu'on a tous on a à 98% des smartphones avec des vitres qui se brisent la plupart du temps et qui ont des problèmes. Et on a un besoin, c'est que le smartphone, aujourd'hui la valeur ajoutée c'est qu'on en a besoin tout le temps. On ne peut pas le mobiliser une journée. C'est la fin du monde. On a raté un message, on a loupé un truc, je ne se rend pas compte, pas le téléphone. Et lui il s'est dit, il faut que je mette des points où le smartphone soit réparable en 2 heures, voire 3-4 heures. Et je peux même me déplacer chez le client ou être dans des points stratégiques comme les centres commerciaux. Et aujourd'hui, en fait, il est sur quasiment tout. Et là, il est en train de bâtir une communauté gigantesque. Et ça s'est fait en même pas une année, quoi. Et il est étudiant. Voilà, en plus, il est étudiant, il vient d'être diplômé cette année, l'école de commerce. Et il a la tête de start-up qui réalise chaque mois 1 million. C'est vous dire, vous voyez, donc rien n'est. Et pourtant, le mec, il est là, quoi. Il va en soirée, il sort, il est comme nous, quoi. Sauf que, on verra pourquoi. Je parlerai de soirée après. On va voir pourquoi, finalement, c'est si important.
Donc voilà, donc ce qui est important en fait, c'est d'être agile. Voilà. Bon, work hard, ça c'est ce que je disais. Si vous lancez votre startup, là on est vers la fin, c'est super important, vous devez être des experts. J'ai parlé d'Elon Musk. Vous ne pouvez pas lancer une startup dans ce domaine et ne pas être l'expert dans ce domaine. Ce n'est pas possible. Écoutez, si vous n'allez pas lancer un truc où ça sera 100% du code, vous ne savez pas coder. Ça ne sert à rien. D'autant plus qu'on ne sous-traite pas, mais ça c'est encore notre débat, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, on ne sous-traite pas son code si on ne sait pas coder. Mais ça on verra pourquoi, mais je ne vais pas entrer là-dessus. Donc, pour revenir là-dessus, vous devez absolument, si par exemple moi je lance un business dans le domaine des taxis, je dois absolument maîtriser ce domaine par cœur. Je vais faire comme Elon Musk, je vais acheter tous les bouquins là-dessus, enfin tous les bouquins, les meilleurs bouquins en l'occurrence. Et c'est pas compliqué. Devenir expert, ça prend un maximum 10 000 heures. Je vous assure. Il suffit juste de lire. Il suffit juste de... Aujourd'hui, vous avez une ressource énorme, c'est le web. Il suffit juste de lire. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai appris à coder en 3 mois. C'est simple. Je me suis assis, et j'en avais juste marre en fait de pouvoir payer des gens qui faisaient ce site web. Et je me suis mis, en 3 mois, je savais coder. Et c'est pareil pour tout ce qui est la création des apps. Vous pensez que c'est super compliqué. Non. Aujourd'hui, il y a des ressources disponibles. Alors, vous n'allez pas non plus faire des apps iOS, c'est compliqué. Vous n'allez pas coder comme celui qui sait coder, c'est clair. Mais à minima, vous pourrez comprendre comment un développeur organise son process. Vous pourrez comprendre la facturation. Vous pouvez comprendre, en fait, discuter avec lui. Si vous ne savez pas, en fait, évaluer le temps passé sur du web, sur du développement, sur de l'application native, n'importe quoi, vous ne pourrez pas, en fait, aller jusqu'au bout du process. Enfin, en tout cas, vous ne pourrez pas l'idée encore le projet. Donc, soyez expert de vos domaines, c'est super important. Vous devez être parmi les 10 experts de votre domaine. Dans le cas où vous voulez être champion, c'est ça, en fait. C'est la condition sine qua non. Bon, un gagnant mental, ben c'est logique. Hein. Là, c'est pas jusqu'à la mort. Mais bon, il faut avoir un mental de gagnant. Ça, c'est indispensable pour pouvoir réussir. Il faut être enthousiaste. Il faut avoir la niaque. C'est clair que tous les matins, vous allez vous lever, ça va être galère. Mais la différence entre la personne qui s'est levée ce matin et qui s'est dit « Ouais, je suis fatigué, franchement, j'en ai marre », cette personne, elle a déjà perdu 15 minutes. Vous êtes conditionné à être des barbares. Quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas le temps de perdre ces 15 minutes-là. Vous n'avez pas le temps. Vous êtes déjà sur le bureau, en train de manger et de lire des articles. Et c'est comme ça, en fait, au cours d'une journée. Et si on fait la récap de la semaine, cette personne aura perdu 2 jours sur vous. Et c'est comme ça toute la vie, en fait. Les gens qui exécutent, c'est comme ça, en fait. Vous gagnez du temps sur eux tous les jours. Tout le temps. Voilà. Alors, célébrez vos victoires. Vous travaillez dur. Il faut avoir la même intensité dans vos célébrations. C'est-à-dire que je pense que des fois, les gens sont toujours étonnés pourquoi dans les grandes écoles, il y a du bizutage, pourquoi dans les écoles d'ingénieurs, en fait, ils font des trucs comme ça, ils boivent de l'alcool, tu ne te rends pas compte. Ben, c'est que vous êtes tellement à fond dans ce que vous faites que party is a serious matter. Vous devez célébrer avec la même intensité pour vous en rappeler et vous dire, voilà, là, j'ai bien décompressé, je suis bien là, maintenant, je repars et je peux être à fond dans ce que je fais. Et c'est super important, en fait. Ça permet de marquer en fait, ce moment, cette victoire, en fait. Donc, célébrez vos victoires. Alors, maintenant, on passe à la dernière partie. Donc là, voilà, ça va aller assez vite. Donc, les préjugés les plus courants. Je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Alors, je vous rassure là-dessus, il n'y a aucune statistique, d'accord? Et c'est du bullshit. C'est pas vrai, en fait. Et comme je vous ai dit, les cartes sont rebattues. Ça n'existe pas. On n'est pas trop jeune pour entreprendre. On peut entreprendre à n'importe quel âge. D'accord? Il suffit juste en fait, de dominer en fait, son domaine. Et d'ailleurs, si vous prenez Mark Zuckerberg, voilà, si vous prenez Brian Chester, si vous prenez tous les petits gars, j'ai rencontré en fait, plusieurs gars sur Paris il y a 2 mois. Je crois que j'étais parmi les plus jeunes. Hein. Enfin, je ne suis pas tellement vieux, j'ai 33 ans. Quoi. Enfin bon, voilà. Les gars, ils étaient en école de commerce, ils ont des startups ahurissantes et vous dites, mais j'ai loupé quelque chose, je sais pas, j'ai loupé un train, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Pourtant, je viens souvent, enfin, je sais pas, quoi, on a l'impression qu'on est complètement dépassé et je vous assure,
ils exécutent, mais avec une puissance. Vous dites, mais où est-ce qu'ils prennent l'énergie, quoi? Comment ils font? Ben ouais, c'est ça. Donc en fait, on n'est pas trop jeune pour entreprendre, pour pouvoir le faire. Je ne suis pas assez expérimenté. Ben, justement, c'est exactement ça qu'on a besoin. Vous n'avez pas besoin vous avez besoin de la compétence, en fait, d'une compétence pour pouvoir le faire. Steve Jobs, lui, il n'a pas fait l'étude de code, Steve Jobs. Hein. Ce n'est pas un codeur, Steve Jobs, ce n'est pas un développeur, Steve Jobs. Hein. Steve Jobs, à la base, il a fait l'étude de calligraphie. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et finalement, comme je le disais précédemment, c'est la vision nouvelle que vous avez sur des choses que d'autres n'ont pas. Et c'est pour ça que le Mac, il est aussi élégant. C'est parce que Steve Jobs a apporté sa touche de ce qu'il a appris, finalement. Et vous apportez, en fait, ce qui est important, en fait, l'esthétique, dans le cas de Steve Jobs. Le design, en fait, la beauté du produit. On en prend soin, on protège l'outil, voilà, on ne lâche pas à terre. Attention, l'iPhone, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Je ne connais rien au business. Il n'y a rien à connaître. Tous les gens qui ont créé une start-up ne connaissent rien aux start-up. D'accord? Soyons clairs. Celui qui lance sa start-up ne connaît au début, c'est un neups. Zuckerberg, c'était un neups au début. Tous les gens qui lancent des start-up, ils n'ont juste en fait que la maîtrise de ce que c'est ça en fait. Ils maîtrisent en fait leur domaine, mais ils ne connaissent rien en fait, en l'occurrence, à tout ce qui est start-up, business. Il ne faut pas besoin de connaître ça en fait. Ça, ils vont l'apprendre sur le tas en fait. Ce qui est important, comme je disais, c'est est-ce que je réponds aux besoins de mes clients? Je n'ai pas besoin de porter une chemise, une cravate. À partir du moment où je suis chez moi, où je réponds aux besoins du client, c'est le plus important. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Vous pensez que les gars d'Amazon, ils avaient besoin de ce... Non, Amazon, ils sont coupés des clients, finalement. Excusez-moi. Et ben voilà, ça, c'est le truc. Ah oui, tu ne te rends pas compte, c'est trop risqué, je ne pourrais jamais faire ça. C'est des domaines complètement... Alors, en Angleterre, je vous laisse lire. Ce que j'aime avec les anglo-saxons, c'est qu'ils ne disent pas prendre un risque, ils disent take a chance. C'est une opportunité, n'oubliez pas ce qu'on a dit au début. Le chef d'entreprise, pour lui, il minimise les risques. L'entrepreneur, dès qu'il a une opportunité, il la saisit. C'est la même chose. Si vous savez, il y a une fameuse anecdote qui dit que vous allez dans un pays en Afrique et le mec, il arrive et il dit, il appelle et il dit, bon, laisse tomber, ils sont pieds nus, ils ne portent pas de chaussures, ça ne sert à rien du tout, on ne va rien vendre comme chaussures. Et il y a une autre personne qui arrive, qui prend le téléphone et qui dit, mais c'est génial, ils sont tous pieds nus, on va pouvoir vendre des tonnes de chaussures, vous voyez? C'est deux visions différentes. Il y a un qui est arrivé, qui s'est dit, mais les mecs marchent pieds nus, ça ne sert à rien, on ne va rien pouvoir vendre, on en parle 10 000 ans. Et l'autre, il se dit, c'est génial, ils sont tous pieds nus, on va tous les vendre en fait des chaussures. Vous voyez, c'est deux visions différentes. C'est juste en fait comment est-ce que je perçois en fait la problématique. Et est-ce que finalement c'est une chance ou est-ce que voilà, c'est un risque quoi. Voilà, quelqu'un l'a déjà fait. Ah, mais tu fais ça? Mais ça existe déjà ton truc, pourquoi tu vas faire ça? Tu fais non, mais attends, mais ils ont déjà fait ça. N'oubliez pas, si il l'a déjà fait, ça veut dire premièrement qu'il y a un marché. Ça veut dire que peut-être que géographiquement, il y a de la place autre part. Je prends l'exemple de Rocket Internet. D'accord? Ça veut peut-être dire aussi que finalement, je peux être le troisième ou le deuxième. Vous voyez? Donc, tout est relatif par rapport à la valeur. Si je me disais que je me positionne sur le marché de Google, ben, peut-être que je me dis, voilà, je vais aller prendre les 1% sur ce marché-là, en fait. Voilà. Si 1%, si ça me suffit, ben, c'est très bien. Si moi, je veux juste 1%, j'y vais. Donc, n'oubliez pas aussi que chacun a sa propre ambition. Je vais en fonction de mon ambition. Je n'ai pas forcément envie d'être un champion. J'ai juste envie d'avoir en fait un revenu super décent, ben j'y vais. Pour prendre les 1%. Votre entourage ne comprend rien. Ça, c'est l'éternel débat. C'est normal. Alors, il faut toujours... Alors, c'est super important l'entourage. C'est-à-dire que, généralement, quand vous n'êtes pas soutenu, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens en fait, qui divorcent dans ce domaine-là. Parce que c'est compliqué, les gens sont à 100% dans leur projet, ils n'ont pas de temps, ils oublient leur famille, enfin voilà. Mais en l'occurrence, moi je vous conseille d'adapter, de s'adapter du moins en fait, et d'essayer d'expliquer au maximum. Et
Il y a une autre chose, c'est que c'est normal s'ils ne comprennent pas. Alors, s'ils ne comprennent pas en fait ce que vous faites, si et seulement si ce ne sont pas vos clients. C'est-à-dire, je m'explique. Il y a la fameuse phrase qui dit « Oui, tu dois pouvoir pitcher comme si tu parles à ta grand-mère ». C'est faux, oubliez ça. C'est pas vrai, c'est des conneries. Le pitch, il s'adapte en fonction du public. C'est simple et c'est clair. Je ne vais pas pitcher à ma grand-mère comme je vais pitcher en fait à un client. C'est deux choses différentes. Si ma grand-mère ne sait même pas dont je parle, je ne vais pas lui parler de tout ce qui est puissance de calcul, les satellites, si elle ne connaît pas. Ça, ouais, ce que je veux dire. Donc je vais lui expliquer, je vais adapter le truc, quoi. Donc voilà. Et enfin, pour finir, en fait, en l'occurrence, voilà. Donc nous, c'est un peu. Donc, tout ce que je vous ai montré, en fait, là, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que chaque problématique, qu'il soit en fait le recrutement, le cofondateur, la croissance, la levée de fonds, tous ces éléments-là qu'on a vus ensemble, là, ils peuvent être descendus verticalement. Ça veut dire qu'il y a encore de la matière et de la matière à savoir, à comprendre. Et finalement, la chose la plus importante, en fait, c'est la capacité d'apprentissage. Si vous êtes prêt à apprendre et à vous immerger là-dedans, ben vous n'aurez aucun souci, en fait. C'est ce que vous devez comprendre. Et en l'occurrence, c'est une formidable opportunité. Et j'espère que vous avez compris qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment pour vous le temps de songer, pourquoi pas, parce que vous avez toutes vos chances en fait. Là, toutes les cartes sont battues. Et à titre d'exemple, vous savez, l'année dernière, le nombre de millionnaires issus des entrepreneurs a fait x2. Aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est que les nouveaux millionnaires, ce ne sont pas les hommes d'affaires, ce sont les entrepreneurs. Ce nombre est en constante augmentation. On quitte l'ère industrielle pour entrer dans l'ère entrepreneuriale. Il y aura de moins en moins d'emplois. Quand vous prenez ces belles startups, et qui finalement, c'est ça en fait la réalité. C'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, le paradigme, c'est que oui, on a un produit beaucoup plus accessible, on a un service beaucoup plus présent, mais l'infrastructure numérique mise en place détruit considérablement l'écosystème qui visait à employer. C'était l'ère industrielle, c'est fini. Uber, quand vous les comparez au taxi, on peut se poser la question et s'inquiéter pour toute cette filière qui va s'effondrer, qui va disparaître de toute façon. Le monde en fait du livre, c'est pareil. Il va complètement s'effondrer cette filière, puisque Amazon distribue directement via cette plateforme. Vous voyez? Donc, il y aura une massive destruction d'emplois au profit du besoin utilisateur et on ne pourra pas y échapper malheureusement. C'est comme ça. Je prends l'exemple d'une start-up qui est sur Paris, qui s'appelle Des Bras en Plus. Des Bras en Plus a révolutionné le déménagement. Vous avez un déménagement, vous deviez appeler une société qui ne répondait pas, qui vous donnait des exorbitants. Des Bras en Plus vous loue des bras. Vous voulez un bras, vous déménagez, vous prenez un bras. Je vous donne une personne, elle arrive. Vous voulez un camion, on vous donne un camion. Vous voulez un carton, on vous donne un carton. Vous voyez? Donc c'est le déménagement à la carte dématérialisé. Donc il faut bien comprendre ça. Et je vous alerte en fait d'une manière générale sur cette nouvelle ère qui est là, qui a démarré et dans laquelle vous avez toutes les cartes rebattues et où vous pouvez, de là où vous êtes, vous n'avez aucune excuse. C'est fini en fait de dire oui, mais tu sais, on est en Guadeloupe, on est enclavé, on n'a pas. Vous avez tout sur le web. Il n'y a rien qui vous empêche de créer. Je suis désolé, je vais vous donner l'exemple de Rocket Entrepreneur qui a mis, et moi ça m'a juste, dégoûté. Le mec il est à Paris, et on lui demande, mais vous ne pensez pas quand même que c'est, vous êtes à Paris et vous financez la boîte en Afrique et vous, alors c'est pas l'exploitation, c'est pas, comment dire ça, c'est-à-dire qu'on lui pose la question de savoir est-ce que finalement il n'est pas choqué
de prendre la place d'un Africain qui le ferait pour son pays. Et le gars, il est à Paris. Le gars, il est un peu gêné parce qu'effectivement, en fait, oui, il est un jeune loup, quoi. Il explique que il y a une opportunité, il a faite, quoi. Il est à Paris, il peut le faire, point barre, c'est tout. Vous voyez? Donc finalement, l'infrastructure que vous développez peut vous permettre de conquérir n'importe quoi. Les mecs d'Airbnb, ils sont à San Francisco, hein. Ils sont pas en Guadeloupe ni à Paris. Uber, c'est pareil. Evernote, c'est pareil. Je sais pas moi, toutes les boîtes que vous avez. Et d'ailleurs, si bien que pour conclure, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les nouveaux champions sont américains. Il n'y a pas une boîte française. Alors, on aura peut-être le premier champion qui sera Blablacar, qui après 7 ans aura réussi à bâtir une start-up qui a fait une levée de fonds formidable de 100 millions d'euros. Et c'est la première start-up européenne qui est leader mondial sur ce qu'elle fait. Toutes les autres boîtes start-up sont au States. C'est simple. Même le fameux Waze que vous connaissez a été racheté par Google. Vous voyez? Donc voilà. Donc maintenant, comme on dit, it's up to you. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour...